Monsieur Chaplin, on découvre un petit peu cette bibliothèque qui a été inaugurée tout récemment par Monsieur Clairvoy. Donc. Très récemment, oui. Très récemment, le 17 octobre 2014. Alors, c'est le hasard ou pourquoi avoir choisi cet astronaute célèbre? C'est pas le hasard, non, c'est le fruit d'une réflexion longue et difficile. On a fait une étude depuis tout l'été. Tout l'été, on a proposé aux Longevillois de mettre des mots dans une urne pour nous dire, voilà, quel nom voudriez-vous qu'on donne à cette médiathèque? Bon, à partir de là, il y a eu quelques réponses. On aurait préféré en avoir plus, mais il y a eu, on a fait le compte, il y en avait 66. Sur les 66, étonnamment, il y avait 6 personnes qui disaient « Ah, ben on verrait bien le nom du spationaute Jean-François Clairvoy, puisqu'il est né à Longeville. » Alors moi, je savais même pas qu'il était né à Longeville. Je me suis renseigné, et puis en fait, c'est vrai, il était né à Longeville, il était né à l'ancienne clinique Sainte-Thérèse, rue du Général de Gaulle, au centre, à Longeville-Centre. Bon, à partir de là, une de mes adjointes à la communication s'est mise en rapport avec Jean-François Clairvoy, qui d'emblée a accepté de venir inaugurer cette médiathèque. On a trouvé ça extraordinaire qu'un spationaute aussi réputé accepte de venir inaugurer notre médiathèque. On a été vraiment scotchés, et moi le premier. Je me suis dit, bon, on va bien voir, et ce qui viendra pas, et puis ça s'est confirmé. À chaque fois qu'on l'a appelé, on lui a demandé ce qu'il aimerait, ce qu'il voudrait faire, comment il voudrait faire ça, et puis ça s'est bien arrangé, il est venu. Et puis je pense que vous avez dû le voir, c'est un homme extraordinaire, d'un abord facile, c'est un monsieur charmant, extraordinaire avec les enfants, il a été superbe avec les enfants. Et les enfants étaient, on les voyait, ils avaient les yeux écarquillés, ils écoutaient cet homme religieusement. Et pensez donc que ça parlait de l'espace. Et les gamins, je peux vous dire que eux, ils sont branchés sur l'espace. Voilà comment ça s'est passé. Et il a été vraiment, mais alors, c'est un homme, vous savez, c'est quand même un homme d'une pointure extraordinaire. Et malgré ça, il s'est mis à la portée de tout le monde. Du maire comme des enfants. Donc, j'ai pas 77 ans, mais c'est quasiment de 7 à 77 ans. Et les gamins, ils vraiment été aux anges. Et il s'est plié à l'habitude des signatures sur les photos. Il a été envahi par les gamins qui lui ont réclamé des signatures et qui lui ont posé des questions, des tas de questions. Vraiment, il a été charmant, vraiment charmant. Alors, c'est un lieu qui est particulier puisqu'il vient de s'ouvrir. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de ce lieu ici où on est? Alors le lieu où nous sommes, si vous voulez, se trouve sur l'emplacement d'un ancien centre, de l'ancien centre Saint-Symphorien, qui était ce qu'on appelle un philo. Un bâtiment philo, c'est un bâtiment métallique. Et qui commençait à nous donner quelques petits soucis parce que il y avait le pendant à côté. Et le bâtiment d'à côté, qui faisait à peu près la même surface, faisait à peu près 200 mètres carrés. Et le bâtiment d'à côté avait moins bien résisté que le nôtre, parce que moins bien entretenu. Oui, les personnes qui l'avaient, c'était les handicapés, ils n'avaient pas trop les moyens de l'entretenir, ce qui fait qu'à un moment donné, la toiture leur est tombée dessus. Donc ils ont déménagé. Et nous, on s'est dit, on entretenait notre centre, mais il fallait quand même qu'on fasse très très attention. Donc on s'est dit, on va le changer, on va le remplacer. Et puis on a fait une étude, pour atterrir sur ce centre, qui au lieu de 200 mètres carrés fait 800 mètres carrés, et à un étage de plus, parce que nous voulions intégrer la bibliothèque-médiathèque à la partie supérieure, pour pouvoir libérer les locaux là-bas à l'école et offrir à notre jeunesse et à nos anciens une bibliothèque digne de ce nom. Bibliothèque-médiathèque. Bibliothèque au départ, qui s'est retrouvée médiathèque par la force des choses, parce que le modernisme oblige. Voilà, c'est la raison pour laquelle on l'a transféré ici.
Alors toute la partie du bas reste aussi à la disposition des associations. Oui, tout à fait. Toutes les associations peuvent en prendre possession. Alors, les associations longevilloises et tout ce qui est non longevillois, c'est payant. Alors, les associations longevilloises ont un tarif préférentiel, bien sûr, ce qui me paraît tout à fait normal. Et puis avec tous les équipements modernes, comme il se doit, quoi. Tout à fait, oui, oui, y compris une cuisine double, façon traiteur et avec un petit coin particulier pour que nos anciens puissent encore pouvoir se faire cuire quelques œufs ou un petit frichti comme ils aimaient le faire. Parce que je me disais que c'était quand même très important qu'ils puissent continuer à pouvoir faire cela, ce qu'ils faisaient dans l'ancien centre. Parce que je me suis dit, si ils n'ont pas cette possibilité, ils ne prendraient pas possession de ce centre. Ils n'en feraient pas ce centre, ils n'en auraient pas fait le leur. Or là, maintenant, ça y est, c'est rentré dans les mœurs, c'est leur centre de nouveau, voilà. Alors, c'est quel architecte qui a conçu un petit peu ce projet? C'est tout en bois ici. On respire même l'odeur du bois à l'intérieur du centre. C'est bien agréable d'ailleurs. L'architecte, c'est Madame Catala. Madame Catala, sa société s'appelle Plan Libre. Et vraiment, elle nous a fait quelque chose de remarquable. C'est déjà elle qui nous avait fait Pierre Rodèche, le centre socio-éducatif à Longeville-Centre, à Longeville-Saint-Symphorien. Et là, on a fait un appel d'offres et c'est son projet qui a été retenu et pour le plus grand bien de tout le monde. C'est un budget de combien ce bâtiment en lui-même? Le bâtiment en lui-même a coûté 2,2 millions. C'est une somme relativement importante, mais c'est quand même un bâtiment extrêmement important et beau, fonctionnel, intelligent et qui peut servir beaucoup plus que l'ancien. Vous avez eu des financements par la région, le Conseil général? On a eu des financements par le Conseil général. Par la région, non, mais on en a eu par le FEDER. Bon, c'est pas la totalité, mais bon, on a été quand même pas mal aidé par le Conseil général et il faut le souligner très très fort. Alors, ce bâtiment-là, finalement, a été inauguré au mois d'août. Exactement, oui. Il a été inauguré au mois d'août, oui. Alors, il y a des projets dans ce centre dans le futur où ça va continuer comme il a été lancé là aujourd'hui? Il va continuer comme il a été lancé aujourd'hui. Il y aura certainement des améliorations. Il y aura des expositions qui vont se faire dans ce que je vous ai appelé la boîte tout à l'heure. Là, cette fameuse boîte qui est une espèce d'excroissance externe et qui jouxte le préau, qui a été voulu par l'architecte Madame Catala. Donc cette boîte qui est assez convoitée parce qu'elle est particulière et qu'elle est atypique. Voilà. C'est un projet donc 2014. Vous avez d'autres projets pour la commune? Comment va cette commune et est-ce qu'on pourrait la décrire un petit peu, cette commune de Longeville-les-Metz? La commune va très bien, elle va très bien pour le moment. Mais vous le savez sans doute, toutes les communes ont des problèmes d'argent puisque les dotations de fonctionnement qui sont apportées par l'État sont en baisse. Elles ont subi des baisses drastiques. Donc on va être obligé de serrer les vis et les boulons parce que ça va être de plus en plus difficile à gérer. Et ce, d'autant plus que le FCMS qui nous a porté son obol avec la taxe sur les spectacles, va disparaître au profit de la TVA à partir de janvier 2015. Ce qui fait que ce que nous touchions comme part de la taxe sur les spectacles, eh bien, nous est supprimé. L'État n'ayant plus beaucoup d'argent, elle essaye de récupérer dans tous les coins comme ils le peuvent. Ce qui fait que nous, ça va nous faire un manque à gagner relativement important. On se retrouvera comme quand le FCMS était en seconde division. C'est quelle somme, sans indiscrétion? Écoutez, on nous promettait une somme relativement importante, mais jusqu'à preuve du contraire, nous avions touché aux alentours de 200 000 euros. Oui, ça représente quand même pas mal. C'est quand même très intéressant, oui, oui. Nous étions d'ailleurs très jalousés pour cela.
Alors, cette petite commune qui fait, enfin petite commune entre guillemets, donc vous êtes bien sûr à Metz Métropole. Vous avez quand même malgré tout, malgré cette dureté de la vie d'aujourd'hui, des projets à Longeville-les-Metz. Nous avons pas mal de projets et je pourrais vous faire un petit raccourci en vous disant que les projets se situent entre le pont de Verdun, le golf, le garage Chevalier qui va être remanié d'ici quelques temps et plus loin la tribune du stade Saint-Symphorien, en passant par le Lidl où il y a des velléités de changement de ce côté-là également. Donc vous voyez qu'on a du pain sur la planche à Longeville. Ce ne sont pas des projets longevillois directement, mais ce sont des projets où nous avons, nous, notre mot à dire pour que les choses qui vont s'y faire ne soient pas n'importe quoi. Vous vous sentez bien au sein de Metz Métropole ? Moi, oui. Je suis vice-président de Metz Métropole, je suis le 4e vice-président de Metz Métropole et je pense que j'y ai ma place. Depuis un petit moment maintenant, je pense que j'ai besoin de Metz Métropole et je m'efforce à Metz Métropole de prôner et de faire développer l'intérêt général. C'est ce qui me semble le plus important. On est un petit peu surpris qu'il y ait un centre à votre nom aujourd'hui, quelque part, et à Longeville de Pluzet. Oui, parce que je ne m'y attendais pas du tout, il n'y avait pas de prémisse, on ne m'a pas dit ton nom est parmi les candidats pour le nom de la médiathèque. Donc c'était une très agréable surprise. C'est le 3e lieu public maintenant en France qui porte mon nom après un collège à Franconville et le nom d'une place sur un village de vacances d'où sont originaires les membres de ma famille. Comment ça s'est déroulé ? C'est le maire qui vous a appelé tout simplement ? Alors c'est Martine Luth qui travaille avec le maire qui m'a appelé et puis j'ai échangé plusieurs mails. On a vu quel jour on pouvait faire ça. Est-ce que je pourrais au cours de la journée, puisque je suis là, rencontrer des jeunes, donner une conférence publique. Voilà, donc c'est très sympa et ça me touche parce que je suis revenu quelques fois à Metz, mais ponctuellement pour vite aller sur le terrain de Chamblay pour la biennale de Montgolfière, dont je suis un fervent adepte depuis plus de 20 ans. J'ai parrainé une promotion de l'école d'ingénieurs de Metz, l'ENIM, je crois ça s'appelle. Mais là, revenir sur mon lieu de naissance, c'est touchant et ça me fait plaisir. On peut peut-être s'attendre un jour à vous voir au Montgolfiade de Metz, finalement, qui sont sur les terres de Longeville. Oui, bon, je vais découvrir. Demain matin, on a prévu un petit tour dans la ville pour que je voie la maternité, je vois l'endroit où j'ai habité, etc. Donc je regrette que ma famille n'ait pas pu être disponible aujourd'hui. Mais en tout cas, je vais voir si je ressens, comment je vais ressentir ce lien géographique, puisque c'est mon lieu de naissance. Alors justement, que devenez-vous ? On vous entend moins parler de vous, vous êtes moins dans l'actualité, mais je pense que vous êtes toujours aussi passionné. Alors je suis toujours astronaute actif dans le corps des astronautes de l'Agence spatiale européenne. Tous les astronautes qui ne sont pas en entraînement pour un vol spatial ou en cours de vol spatial servent d'experts auprès des équipes qui conçoivent les missions futures, les vaisseaux futurs, les équipements futurs. Et je suis aussi président d'une société privée qui est propriétaire d'un Airbus qui fait ce qu'on appelle des vols paraboliques dans lesquels on recrée la vraie apesanteur, la même que dans l'espace. C'est pas simulé, c'est la vraie. Donc pour la recherche scientifique, mais aussi pour des baptêmes de l'air, de personnes qui veulent sentir ce que c'est que être soi-même en apesanteur. C'est des manœuvres pendant lesquelles, pendant 22 secondes d'affilée, on flotte au milieu de la cabine, comme nous dans notre vaisseau spatial. Donc voilà, donc je vends du rêve d'apesanteur. Et puis je suis aussi un ingénieur expert par mon expérience auprès des gens qui conçoivent des missions futures qui incluent celles de Mars, des astéroïdes, de l'exploration du système solaire. Alors la nouvelle génération, elle est autant passionnée et autant passionnée que vous l'étiez à cette époque ? Les jeunes, si on leur ouvre les yeux, si on leur parle du programme spatial, tous sont très passionnés. Le mois prochain, il va se passer quelque chose d'absolument extraordinaire. On dit que c'est un peu notre Apollo 11 à nous, Européens. On va poser une sonde européenne, dans laquelle la France a une partie importante, sur le noyau d'une comète, à 500 millions de kilomètres de la Terre. La sonde est partie il y a 10 ans. Et on va la faire se poser avec une précision de l'ordre de la centaine de mètres, avec des fusils harpons
pour se ancrer dans le sol, tellement la gravité est réduite, parce que c'est un tout petit noyau de quelques kilomètres de diamètre. Donc si on en parle, les gens vont faire attention, vont dire ah oui, tiens, et ça va les rendre fiers et ça va leur donner envie de participer à ce genre de programme. Alors l'espace, c'est un petit peu le rêve pour chaque Français. Est-ce que ça va évoluer parce qu'on arrive dans des périodes difficiles au niveau des budgets? Est-ce qu'on va continuer à faire de la recherche dans l'espace aujourd'hui? Oui, toutes les études indépendantes montrent que 1 euro investi dans l'espace ramène dans l'économie, directement ou indirectement, plusieurs fois cet euro, de 4 à 40 fois. Ça dépend de quel domaine on parle. Mais même l'exploration et les vols habités rendent dans l'économie plus d'argent que ce qu'on a mis. En France, il faut savoir qu'on dépense à peu près un peu moins de 1 euro par habitant par an dans le domaine de l'exploration habitée de l'espace. Et il y a 3-4 euros qui reviennent dans l'économie et qui servent par effet boule de neige de technologies utiles pour la médecine, pour la sécurité des voitures, de l'automobile, des avions. Donc il faut l'expliquer aux gens. Ce ne sont pas des dépenses, ce sont des investissements. Et en plus, ça sert à faire vivre des scientifiques et des ingénieurs de très haut niveau. Donc ça élève le savoir-faire de la société. Et la France et l'Europe sont à la pointe mondiale dans ce domaine. Il ne faut pas le perdre. Alors là, cet après-midi, vous allez voir des jeunes dans les écoles. Il y a un message essentiel que vous souhaitez leur faire passer? Oui, c'est que la nature est belle, la Terre est magnifique, c'est un vaisseau spatial. On est tous membres d'équipage de ce même vaisseau spatial. Et c'est important pour notre survie, la survie de l'espèce, pour la pérennité, qu'on continue à explorer, à répondre à des questions. C'est la quête de la connaissance qui est la quête la plus noble pour l'espèce humaine et qui minimise le risque des guerres et qui maximise le progrès, le confort. Donc notre avenir dépend de l'accroissement de nos connaissances, lequel passe par l'exploration du fond des océans aux confins de l'univers. Pour conclure vraiment, ces températures hyper chaudes actuellement, ça fait 15 jours qu'il fait très très chaud. Changement climatique, on le voit dans l'espace quand on y est. On voit ce climat se dégrader. Non, le climat ne se dégrade pas. Là, vous savez, ce sont des petites variations. Quand vous regardez l'histoire du climat sur Terre depuis 4 milliards d'années, mais il y a eu des catastrophes graves qui ont d'ailleurs éteint la majeure partie des espèces vivantes sur Terre. Il y a eu 5 extinctions majeures sur Terre. Donc l'espèce humaine disparaîtra un jour, ne serait-ce que pour des raisons purement naturelles de cataclysmes climatiques, hyperglaciation, volcaniques, tectoniques ou d'impact d'astéroïdes. Il faut qu'on apprenne à vivre ailleurs. C'est aussi pour ça qu'il faut explorer. Donc ces variations du climat, la Terre a connu mais 1000 fois pire dans le passé. Donc il faut relativiser, il faut juste s'adapter. Et nous, les humains, sommes capables de nous adapter avec une marge énorme.